Et voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est un grand plaisir. Allez, venez, 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 venez. Voilà, oui, venez, venez. C'est nous, c'est nous. Vous nous reconnaissez? Oui, moi, c'est Marcelin Gouvoy. Très heureux d'être en votre compagnie pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. Et je ne suis pas seul. À deux, le couple Maëva va vous entretenir jusqu'à 7h30. Bienvenue dans ce circuit matinal avec au sommaire déjà une belle femme et un beau sommaire. Oui, bonjour chez vous, bonjour Marco, un très bel homme, très élégant également ce matin. J'adore la cravate. Ah oui, Eh bien, le Merci sommaire, Marco vous l'a dit, sera très intéressant aujourd'hui. Vous le savez, tous les mardis, nous avons droit à une chronique éducation avec Lorne Mélène, qui est psychologue plutôt. Et aujourd'hui, il sera question de l'âge de la scolarisation. C'est vrai que ça peut faire débat. Elle nous dira l'âge idéal pour justement scolariser les enfants. Et puis, en fin d'émission, nous aurons notre thématique qui s'intéressera au droit aujourd'hui, plus particulièrement à l'assistance judiciaire. Oui, nous avons tous droit à une assistance judiciaire si nous n'avons pas les moyens de nous attacher les services de certains hommes de droit. Qui a droit donc à cette assistance? Comment est-ce qu'il faut procéder? On saura tout aujourd'hui en fin d'émission. Et puis bien sûr, tous les détours que vous connaissez, notamment le point route, l'information, la gym. Mais bien avant, elle est installée. Fatim Djedje, bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Voici les titres de vos journaux ce mardi 9 mai 2017. Alors le vice-président en images et en mots à la une de Fraternité Matin. Il nous dit donc, monsieur Daniel Kablan-Duncan, que le RHDP se porte bien. On apprend aussi que le boulevard Mangui-Abrogoua d'Adjamé sera nettoyé. On poursuit avec le journal L'Expression qui revient sur le soulèvement d'ex-combattants à Bouaké hier et titre « Pourquoi l'État doit frapper fort ?» On apprend aussi que le Maroc soutient la candidature de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous propose maintenant de découvrir la une de l'Inter avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui parle de 2020. Et à l'international, en bas de page, on peut y lire que les avocats de Blaise Compaoré jettent l'éponge. La une suivante, c'est celle de l'intelligent d'Abidjan qui affiche les mots de Ouattara Nyonzié. Il dit que le procès de Gbagbo fait perdre le temps, que personne ne regarde la RTI et qu'en dehors de sa famille, c'est Fologo qui connaît Oufoué. On parle maintenant des ex-combattants, la une de Soir Info, qui sont donc entrés en action hier à Bouaké et dans plusieurs villes du pays, notamment à Odiéné. On va poursuivre maintenant avec la une du jour de Notre Voix. Présidentielle 2020, Blé Goudé donne sa position définitive et le quotidien propose un reportage sur les étudiantes en Côte d'Ivoire quand l'amour passe avant les études. Vous allez le regretter, mesdemoiselles. Et on va finir avec l'éléphant déchaîné qui titre Presse ivoirienne, loi Gbagbo 2004, projet de loi Ouattara, il y a problème, un recul émergent de 20 ans. C'était donc les titres du jour et on se retrouve pour la revue de presse détaillée aux alentours de 6h45. Alors Fatim, qu'est-ce qui se passe? L'amour passe avant les études, hein? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette histoire? Alors ça veut dire que nos jeunes filles sont étourdies par des jeunes hommes qui, comme on dit, les blaguent. À mon avis. Reprenez vos stylos, vos papiers, et là, ce sera une garantie pour votre avenir. Un conseil de Fatim Djedje, et si elle le dit, c'est qu'elle a suivi cet exemple. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, donc en pleine forme. Ou elle a fait l'expérience contraire. Voilà, oui. Non. Un gourmet dans l'air. Non, même pas. On va revenir sur la prononciation. Vous avez dit quoi? Nangui Abrogoua? Oui, c'est pas ça? Nangui Abrogoua. Nangui Abrogoua. Voilà, Je me croirais en cours de diction. Cours de diction pour Fatim Djedje du 9-2. Elle a encore l'accent du 9-2, n'a pas encore été totalement tropicalisé. Donc Eva et moi, on va se charger donc de la tropicaliser d'ici quelques semaines. Merci d'être en notre compagnie. Lui, il y a longtemps qu'il est tropicalisé. Hein. C'est le coach Fabrice. Lui, franchement, il est imbattable. La preuve. Salut à tous, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui encore, nous allons travailler, mais cette fois-ci, les cuisses. Donc, vous n'avez même pas besoin de tapis aujourd'hui, mais il faudrait juste faire
de petits efforts. Là, par exemple, un peu de marche. Là, dès que vous sortez du lit, ok. Marchez dans votre salon, déambulez un peu, ok. Sinon, restez là, restez en mouvement. Au fur et à mesure, on va faire monter la température, ok. Allez, on reste là. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4. On reste bien sur la pointe des pieds, ok. On va lever les jambes plus haut. 1, 2, 3, 4, sans forcer. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, dernier. 1, 2, 3 et 4. Allez, on revient là, tout doucement. Ok. Alors, le premier exercice que nous allons faire, nous allons monter les genoux de manière dynamique. Ok, en 3 temps. Et on compte 1. Là. 1, 2, 3. Pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice à cause des impacts avec le sol, vous levez la jambe là. 1, 2, ok. On va en faire 10 deux fois. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, la jambe change. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, on souffle. N'oubliez pas les options. C'est sans impact au sol. Ok. Là, on bloque. À chaque fois, à 3, on bloque. Ok. Donc, si la première fois, le genou gauche est resté bloqué, la seconde fois, le genou droit restera bloqué. Ok. Allez, on repart. 3, 2, 1. Comme c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on souffle. On respire. Le second mouvement, on lève la jambe là et on descend là. Là, petit saut, on descend là. Petit saut et fente arrière. Ok, on va faire 10 sur chaque jambe. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, aidez-vous de vos bras. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. On va changer de jambe. Ok. Allons-y. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle aussi. Là, on respire un peu. Ok, prenez le temps de respirer. On va combiner ces deux mouvements. Ok, c'est-à-dire en faire des fentes et automatiquement, on va sauter pour en faire d'autres. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice aussi à cause de l'impact, c'est simple. Vous descendez là, vous remontez tranquillement. Ok, vous faites 10 sur la jambe droite, 10 sur la jambe gauche avant de passer à cet exercice que nous allons faire maintenant. Là, nous allons faire des fentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice également, mettez les mains aux hanches. Vous descendez. 1, vous ramenez la jambe, vous reculez la jambe gauche. 2, on ramène la jambe, on recule la jambe droite. 3, ok, et on en fait 10. Dès que vous finissez cet exercice, tout le monde, on descend là, les bras tendus. On reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On relâche les jambes un peu. Ok. Et on repart une dernière fois pour bien gagner les cuisses. Allez, top. 1, 2, 3, courage. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Bravo. Bravo, bravo à vous. Nous avons terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à répéter ces exercices chez vous à la maison. Évitez de les faire avec des impacts. Si vous avez des problèmes au niveau des articulations du genou, de la cheville, peut-être même de la hanche, ok. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. D'ici là, gardez la pêche, à vous sur le plateau.
Et oui, gardez la pêche et buvez Garde de l'eau la fraîche. pêche. Voilà, merci coach Fabrice. On va souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui se prénomment Pacom. Ah oui, 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 c'est votre fête aujourd'hui. Très bonne fête à vous. Angelo Kabila, il s'appelle Pacom. Oui, il s'appelle Ange Pacom. On va Pacom, faire c'est pas Kabila, souhaiter une c'est bonne un- fête à Pacom Angelo Niadri. Kabila. On les salue s'ils nous regardent. Et puis si vous en connaissez, hein, n'hésitez pas à nous les signaler sur la page Facebook. Pourquoi pas, on pourra leur souhaiter une bonne fête en direct sur Matin Bonheur. On passe à présent au point route. Sur la route Sur ma maintenant. route, il n'y a plus de doute. Je fais les cœurs, je fais les cœurs. Nous sommes à Soko, enfin, nous sommes en deux plateaux dans la commune de Cocody. Voilà, ça veut dire, mesdames et messieurs, qu'en ce moment, la circulation... animé quand même. Pour une heure aussi matinale. Le temps est un peu menaçant, hein. Un peu menaçant, mais bon, ça va. Mais en tout cas, moi, j'aime voir Abidjan comme ça, s'éveiller, les couleurs et tout, des woro jaunes qui passent. Il y a la vie, quoi. Il y a la vie, les couleurs dans les cheveux, pardon, dans la circulation, tout ça. Deuxième point route, c'est le grand carrefour de Trècheville, cette fois. Et voilà, qui s'anime également. Il est à peine 6 heures passées de 7 minutes. Et bien déjà, Abidjan s'éveille. C'est dire que la Côte d'Ivoire est en marche et au travail. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir également de voir Koumassi ou De Gaulle ou le pont de Gaulle. C'est selon ce qu'on a à disposition maintenant. Pour ce premier point route, nous sommes à Koumassi, non loin du château d'eau. Koumassi, l'une des communes qui vous dit à quoi bas quand vous atterrissez ici à Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Koumassi, pour le moment, est assez timide. Alors, encore un point route pour la route, Félicité Soro, ou est-ce qu'on va s'arrêter là? Nous sommes à votre disposition et tout oui, voilà, nous sommes au plateau sur le pont de Gaulle, voilà. Circulation tranquille, on le sait, le plateau, c'est le centre des affaires et bon nombre d'Abidjanais s'y déplacent chaque matin pour leurs différentes activités. Force à vous et beaucoup de courage. Mardi 9 mai 2017, c'est bien sûr aujourd'hui. Puis concernant les informations dans le monde comme ça, si vous venez de vous réveiller ou bien si vous avez dormi très tôt hier comme nous, sachez que c'est effectif. Monsieur Macron est le président de la France avec un peu plus de 66% des voix. 66,10%. 66,10%, hein, exactement. Hein. La statisticienne et mathématicienne Eva Amani donc, confirme. Et donc la passation de pouvoir, c'est pour bientôt, mais les législatives, c'est pour bientôt. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'au niveau sportif, ce soir, il y a Champions League avec l'AS Monaco qui va tenter donc de renverser la vieille dame, la Juventus de Turin. Ce sera mission quasi impossible, mais vous savez qu'en football, chaque match a son histoire. N'est-ce pas, Eva? Bah oui, et puis on rappelle que RTI Sport est toujours à votre disposition pour tous les matchs de la Champions League ou le championnat ivoirien d'ailleurs. RTI 1 et RTI 2 font de très beaux plateaux pour vous avec des experts, des journalistes sportifs et déjà les retours sont excellents. Vous êtes déjà nombreux à prendre plaisir à suivre donc, les plateaux de sport de la RTI. Merci. Et pour ceux qui n'auraient pas encore regardé, bah, tout simplement, pas besoin d'aller sur des chaînes spécialisées sport étrangères. Vous avez tout à la maison. Restez sur RTI 1 et RTI 2 d'ailleurs. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. N'oubliez pas que le groupe RTI ne vous abandonne pas. Oui, ne vous abandonne pas. Et quand je dis un mot, sachez que je ne le dis pas au hasard. Le groupe RTI ne vous abandonne pas, comme les voitures abandonnées dans la ville. Dehors de la a fait le facile, constat. celle-là, Marco. Ouais, mais je l'ai fait quand même. On y va. Véhicules abandonnés et piétons se disputent la chaussée dans les communes d'Abidjan. Ici à Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé, ces véhicules abandonnés servent de dépotoirs d'ordures. Un jour comme ça, on est venu trouver ça ici. Donc c'est garé là. Chaque jour on vient, on ouvre, on regarde. Quand la pluie même vient là, tous les saletés là, ça vient s'arrêter en bas. Donc on est obligé de balayer pour enlever les saletés là. Parce que sinon on ne fait pas ça là, on va vendre comment? C'est ici on gagne pour nous. 4 mois je suis là, mais au 2 même me tuer. Mais avec ça on mange quand même, on fait quoi? Il y a longtemps c'est là. Ils n'ont qu'à enlever tout ça là, et puis on va arranger. Ça moi seulement, si c'est moi seul là, ils ne vont même pas garer ici. Dans toutes les communes d'Abidjan, le décor est le même. Toutes les rues sont occupées par ces véhicules hors d'usage.
Aux deux plateaux, dans la commune de Cocody, ces carcasses de véhicules, on en trouve à chaque 50 mètres de marche, rendant ainsi la circulation peu confortable. Ça réduit le passage déjà pour les piétons. Moi, je suis à pied là. Je marche où? Je suis obligé d'aller vers les véhicules qui roulent. C'est pas normal. Il y a un enfant qui doit traverser et qu'il ne voit pas. Il est petit détail. Et qu'il y a un gros véhicule comme ça, il va courir pour traverser. Vous voyez, le risque qu'il court, c'est dangereux. Pour la population, cette situation insalubre représente aussi un danger pour la sécurité routière. Ça provoque beaucoup d'accidents. Non seulement la voie n'est pas grande, n'est pas présentable. Parce qu'il y a plusieurs personnalités qui passent sur cette voie-là. C'est pas joli à voir. Ça désordonne la ville, ça rend la ville sale. Parce que quand on parle de la francophonie, il y aura des visiteurs qui vont venir voir le pays. C'est sale, c'est pas joli à voir. Donc on doit prendre les mesures pour pouvoir dégager tout ça là. Et puis les voitures qui sont gâtées aussi, on doit les mettre à la casse pour pouvoir rendre un peu la ville plus agréable à voir, plus jolie à voir aussi. Moi aussi, je veux que le pays là n'est qu'à venir propre comme c'est les blancs là. Voilà. Mais on ne fait pas un jour, c'est en paix en paix. Vous avez plus de saleté, mais vous ne qu'à dégager ça. Tout le monde en veut propre, mais c'est en doucement. On ne peut pas debout un jour pour dire que oh, on ne veut pas ça. Même les blancs aussi, eux aussi, ils ne sont pas commencés un jour. On fait en paix, en paix, en paix. Après, on va voir que tout c'est OK. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence en 2020 et les véhicules hors d'usage ou abandonnés dans les rues constituent un facteur de salubrité auquel les autorités administratives et politiques devront trouver une solution plus indiquée. On va faire un coucou à M. Tamsouba qui nous a fait rire ici sur le plateau. Tout le monde a apprécié son intervention. Merci également à Doua Delazer qui a réalisé donc, cet élément. Et puis c'est tellement vrai, ça pose un véritable problème parce que bien souvent, il y a beaucoup de véhicules qui ont été braqués, arrachés de force à leurs propriétaires et abandonnés quand on ne peut pas en faire grand-chose, abandonnés comme ça dans les rues. Ça pose un problème de salubrité publique comme on a pu le voir. À l'époque, donc c'était la société abidjanaise de dépannage SOAD, je ne sais pas si elle est toujours en charge d'ailleurs de l'enlèvement des véhicules en panne, mais il faudrait faire quelque chose parce que franchement, ça dénature complètement la physionomie d'Abidjan et puis il y a pas mal de risques pour les usagers de la route. Donc on espère que les autorités compétentes se pencheront sur la question parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a ce genre de reportage, quand nos reporters sillonnent la ville d'Abidjan, c'est pour attirer l'attention des autorités sur ces petits problèmes auxquels on ne fait pas toujours attention, mais qu'on pourrait régler aisément, on espère en tout cas. C'est ça, l'esprit donc de ces matinales. Il y a l'information, il y a la pédagogie. N'oubliez pas qu'à la fin de ce rendez-vous, nous allons discuter pour rester dans la droite ligne, dans le giron de l'explication, de la pédagogie et surtout de la sensibilisation. Nous allons parler avec Madame Guiraud, qui est une personnalité du ministère de la Justice, qui nous parlera bien sûr de l'assistance judiciaire. Ce sera dans le dernier couloir de ce deuxième circuit matinal de la semaine. L'assistance judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est sous-tendu par quoi? Bref, tous les pans de ce problème seront abordés afin que tout le monde soit au même pied d'information. Mais avant, on va passer par un autre déterminant de ce rendez-vous, une autre virgule de ce deuxième rendez-vous des matinales avec, bien sûr, l'humour. C'est parti. Je rappelle que cette émission est assurée au niveau confort visuel par Soro. Félicité. Bonsoir. Levez. Bonsoir. Non, je suis venu vous voir. Ouais? Ou bien c'est pas ici à Gbaou? Ah, c'est ça. Je suis quitté à Abidjan. On m'a dit de venir vous voir. Oui. Non, au fait, j'ai mal aux yeux. Donc, à Abidjan, partout, j'ai parcouru. On dit non, il n'y a pas de médicament. Voilà. Ah. Merci. J'ai souffert pour trouver ici. Oui. Même les grandes personnes viennent ici. Oui. Président, tu as soigné le président? Oui. Ministre? Oui. Ah non, c'est bon. Le vieux, ça me fatigue. C'est-à-dire, je ne peux même pas voir à 2 mètres.
Ah, merci. Pardon, hein? D'accord. Faut me guérir. Ouais, mais c'est combien? Oui. Non, problème d'argent, il n'y a pas de souci. Moi là, je n'ai qu'à voir clair, c'est tout ce que je demande. Tiens ça. Merci beaucoup le vieux. Oui. J'ai confiance. Ok, j'ai confiance. Mais le vieux. Aïe. C'est mon Dieu, tu m'attends pourquoi? Le vieux. Monsieur Yapon m'a pas dit ça, hein? Lui m'a dit que tu soignes les yeux. Maintenant tu m'attaches. Aïe, c'est mon bébé. Non, je ne peux pas. Tu es trop ligoté. Ouais, ouais. On m'a pas dit ça. C'est piment. Hein? Yeri. Piment à Nyamakou. C'est pour mettre dans mes yeux là. Non, tu peux pas faire ça. Bébé. Madame. Au secours! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un à côté? Le vieux, pardon. Laisse le médicament là, c'est bon, hein? It's good. Je vois clair. C'est pas toi qui es là? Tu as débardé. Je vois clair. Je vois clair même. Ouais, il faut détacher. Non, il faut détacher, pardon. Il faut détacher. Non, je vois clair, je vais partir. Merci, hein? Merci beaucoup. Ouais. Merci bien. Merci beaucoup. Je vais vous poursuivre comme ça. Parce que vous me vraiment. Hein, je cours vite, Marco. Ah bon? Je cours très vite. Mais vous n'arrivez pas loin. Exactement, je m'épuise vite. Ah bon, vous vous épuisez vite? D'accord. No comments. Alors, comment vous allez ce matin, Marco? Moi... Je vous vois en pleine forme, oui, de belle humeur, on dira. Tout ça, c'est grâce au vélo d'appartement qui m'a été offert le 6 avril. Alors, comment ça avance d'ailleurs? Super bien, ça me met d'aplomb, ça me donne une très bonne journée. Si ce n'était que ça. Oui. Enfin, suivez mon regard. C'est ça, avec la bonne nouvelle que vous allez nous annoncer bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Vous êtes tout en couleur, en beauté. Et j'aime bien l'alliage. Franchement... Pas de grande classe. Bah, la suite, on va tout simplement se fier à... maintenant. On va se fier à Félicité Soro tout simplement pour la suite. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes perturbé pour si peu? On y va pour le point route. C'est parti avec Félicité Soro qui, je rappelle, réalise cette émission. Nous sommes comme ça, ne vous inquiétez, c'est comme ça, c'est notre défaut ça. Alors, le De Gaulle, c'est le statu quo. Ça, la circulation est assez fluide dans les deux sens. Ça peut aller. Prochaine escale, Félicité?
Où est-ce que vous nous emmenez? Alors, je pense que ce matin, on a déjà visité les 2 plateaux. On a visité également le plateau. Là, nous sommes à Koumassi. Le camion n'était pas là tout à l'heure. Ça tombe bien, il n'est pas en panne. Ça prouve donc qu'il roule et qu'il vient, à mon avis, de Port-Boué. Donc, la circulation, dans ce sens-là, est plutôt fluide et dans l'autre sens également. Alors, un dernier pour la route, voilà, nous sommes à Trècheville. Trècheville, pour ceux qui nous regardent dans le monde entier, Trècheville, c'est l'un des premiers quartiers résidentiels de notre pays. Donc, c'est pour ça que vous voyez que tout est adressé, les rues, tout est bien organisé. Et c'est toujours un plaisir de passer dans cet endroit névralgique de la commune d'Abidjan, de la ville d'Abidjan, pardon. Et là, nous sommes aux 2 plateaux. Voilà, donc Cocody, boulevard des Martyrs ou boulevard Latrille, c'est selon. Voilà, vous pouvez le voir, très belle circulation également. Merci, Soro Félicité. Alors, pour parler de ces rues qui sont adressées, oui. Je ne sais pas si vous le savez, hein, le GPS marche à Abidjan. Il suffit tout simplement d'aller sur Google Maps. Ce n'est pas de la pub sur votre téléphone si vous n'arrivez pas à vous retrouver. Et puis, Marco, ce qu'il y a de surprenant, c'est que toutes les rues sont adressées. Vous ne pouvez pas vous perdre, tout est bien tracé. Même les gares de Woro, on s'y retrouve. Tout est indiqué. Et la première fois que j'ai utilisé ça, j'étais vraiment surprise. Même les gares de quoi? De Woro, oui. La gare de Woro, des 2 plateaux, on vous dit, il y a la gare pas loin. Après, il ne reste plus qu'à mentionner les femmes qui vendent la loco et puis bon, ce sera parfait. Mais sinon, et on se rend compte que toutes les rues, en fait, ont un nom, tous les boulevards, toutes les avenues sont bien adressées et franchement, et ça vous donne même, chapeau. Hein. Ça vous donne même le parcours le plus rapide. Exactement. Et le parcours le plus long, en tout cas le plus court. Ça, vraiment, ça montre que nous sommes dans ce qu'on appelle résolument le village planétaire. Alors, vraiment, si vous devez vous déplacer, ce qui est bien aussi, c'est que ça protège. Hein. Au niveau sécurité, vraiment, ça vous garantit. Mais il faut quand même qu'on fasse encore plus d'efforts dans l'adressage des rues. Exactement. Et il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts là-dedans. Au niveau de l'Afrique sous-régionale ou l'Afrique en général, nous sommes bien lotis parce que nous avons donc nous avons vraiment des infrastructures solides. Voilà, et donc il faut continuer là-dedans pour qu'on puisse vraiment se retrouver facilement à Abidjan. Une doléance à faire, peut-être africaniser un peu plus le nom de nos rues. Hein. Oui. C'est fait de plus en plus, notamment avec les ponts, le pont Henri Conan Bédier, le pont même Yassé à Jacquesville. Le pont de Béoumi, c'est bizarre, je ne sais pas comment il s'appelle. Faudrait que je me renseigne, mais en tout cas... Ben voilà pourquoi pas le pont Evamani. Tu as à Timélécro, il n'y a pas de pont à Timélécro. Non, je ne vais pas parler de pont, tu as à Timélécro, le boulevard donc, principal, le boulevard Marcelin qui va se négliger. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas qu'on va parler éducation également dans ce rendez-vous matinal, 2e de la semaine. À quel âge mettre son enfant à l'école? Vous avez commencé... À 2 ans. À 2 ans. Parce que je frappais ma petite sœur à la maison. Donc, mesdames et messieurs, m'occuper. Une information de taille, une grande information qui va changer le cours donc, de la télévision ivoirienne. À 2 ans, Eva frappait sa grande sœur, c'est ça? Ma petite sœur. Sa petite sœur. Voilà. Voici l'information de ce jour. Alors le débat commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a créé le premier palabre et comment ça s'est passé? Les Ivoiriens veulent savoir. Je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie sur moi. J'étais jeune. J'étais la petite dernière et puis elle est arrivée juste derrière. Donc... Voilà. Donc c'est ça. Et je lui fais un gros bisou parce que je l'aime beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas le cas avant, mais aujourd'hui ça va mieux, m'en dit. On lui fait un gros bisou. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, cette situation est symptomatique de beaucoup de choses. Hein. La naissance de l'enfant, quand on est le plus âgé ou le moins âgé, il y a toujours des petits conflits. Est-ce que ça a une influence sur le fait que des parents peuvent se précipiter pour mettre un enfant à l'école pour qu'il y ait la paix donc, dans la maison? Peut-être que c'est une des causes aussi. On aura notre spécialiste qui va nous en parler. N'est-ce pas, Eva? Exactement. Il va nous en parler dans pas longtemps. Ce sera après le JT d'ailleurs. Et je vois Hamza Diaby qui se prépare dans une très belle chemise et une belle cravate. Il sera installé dans quelques instants donc pour le JT. Et puis on vous rappelle également qu'en fin d'émission, nous aurons dans la thématique à parler d'assistance judiciaire. Oui, nous y avons tous droit, sous certaines conditions bien évidemment. Et tout cela sera détaillé dans quelques instants avec une tête couronnée, on dira,
donc du droit en Côte d'Ivoire. Une dame, elle sera installée dans quelques instants. Alors, par exemple, savoir quelles sont les pièces à fournir, quelles sont les indications pour avoir une demande d'assistance judiciaire, quelles sont les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire peut être accordée, quelle est la procédure à suivre. Généralement, on a tendance à demander à un tel ou un tel, à une personne tiers. Non, il faut se rendre directement sur le site. Au niveau du ministère de la Justice, tout est fait afin que la justice se rapproche des justiciables et ça fait partie donc de grandes innovations donc, du garde des Sceaux. Nous aimerions saluer M. Sanson Kambilé, donc garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui vraiment montre que la justice peut se rapprocher des justiciables. Vous appelez, il y a un numéro de téléphone, il y a toute une équipe qui se relaie, qui vous donne des informations et ça fait du bien, ça fait du bien. Quand il y a des soucis, on ne résout pas votre problème au téléphone, bien sûr, mais on vous indique la voie à suivre. Voilà, c'est tout ça, Matin Bonheur, le rendez-vous de la pédagogie. Justement, pédagogie, information, il n'y a qu'un pas. Et tenez-vous bien, nous allons le franchir allègrement avec maintenant le journal dans quelques instants, mais avant, la météo. Vous êtes à Matin Bonheur? Mon Dieu, vous avez raison. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera généralement nuageuse sur le sud avec des passages nuageux qui pourraient intéresser le littoral, le sud forestier et des possibilités de pluie en bonus. Le reste du pays sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Pour les températures, on pourra noter 25 degrés à Abidjan, à Diaké 23 degrés, Bondoukou marquera 24, il fera 22 degrés à Boaké, Daloa 23 degrés, Dimbokro 24 degrés, la ville de Gagnoa marquera 24 également, Korogo 23 degrés, Mans 21 degrés, Odiéné 22 degrés, 24 degrés sur les villes de San Pedro et Sassondra, Tabou 23 degrés et Yamoussoukro 23 degrés. L'après-midi, les parties nord-est, est, sud forestier pourraient être favorables à des formations orageuses suivies de pluie en milieu ou en fin de période. Cette situation pourra intéresser les régions du littoral et le centre. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 35 degrés sur la ville de Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Daloa, 33 degrés, Dimbokro, 36 degrés, 32 degrés sur la ville de Gagnoa, 36 degrés à Korogo, la ville de Mans affichera 32 degrés au mercure, Odiéné, 36 degrés, 31 degrés à San Pedro comme à Sassondra, Tabou, 30 degrés et Yamoussoukro, 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le 1er mai de chaque année, vous le savez, est célébrée la fête nationale du travail. Occasion pour les travailleurs de marquer un arrêt et poser les préoccupations. En Côte d'Ivoire, la politique de l'emploi constitue une priorité pour le gouvernement. Plusieurs structures sont mises en place pour régler cette question à travers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. On en parle avec Grace Kanzo. Tidiane Diakité est ici dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes dans la commune du Plateau. Sa présence n'est pas fortuite parce qu'il est à la recherche de financement. Il a postulé sur le site de cette structure en vue du financement de son projet. Je suis venu pour l'entretien. Ils m'ont promis le financement
Bon, on est à la phase maintenant de validation du projet. Nombreux sont ces jeunes qui bénéficient de fonds ou d'accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle. J'ai été formé à mécanique auto. J'ai choisi la mécanique auto parce que c'était mon rêve. Ma formation a duré pendant 3 ans et on m'a appris comment le moteur fonctionne, comment démonter, remonter. En dépannant les gens, je gagne de l'argent pour mes petits besoins. Je suis trop contente de faire ce métier. Avec nos encadreurs, ça ne se passe très bien. Ils nous apprennent à faire les échafauds. On monte en hauteur, on place aussi les marches. On ramasse aussi les lignes, les tubes pour les donner. Ça se passe très bien en tout cas. Le gouvernement ivoirien a fait de l'emploi des jeunes sa priorité. C'est pourquoi plusieurs structures sont mises en place pour apporter des réponses à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le Bureau de coordination des programmes emploi et l'Agence emploi jeunes ont mis en œuvre une série de programmes d'aide à l'emploi en vue de l'insertion des jeunes. Nous avons fait l'opération spéciale Agir pour les jeunes, qui est une opération qui vise à toucher des jeunes par des montants variant entre 100 et 700 000. Aujourd'hui, nous avons touché 12 000 jeunes, dont 9 066 qui ont effectivement mis en œuvre leur projet. Nous faisons une opération qu'on appelle une formation Mon passeport pour l'emploi pour apprendre aux jeunes à pouvoir avoir les meilleures techniques de recherche d'emploi, pour apprendre aux jeunes à pouvoir entreprendre, pour apprendre aux jeunes à avoir des initiatives en termes d'informatique. Et nous avons touché près de 16 000 jeunes dans nos campagnes en 2016. Aussi, notre plateforme de financement au niveau des projets jeunes qui veulent s'installer des micro et petites entreprises, notre plateforme a permis de retenir environ 5 000 jeunes qui vont bénéficier bientôt des contributions, des moyens pour pouvoir s'installer. Nous avons pour mission de mettre les ressources à la disposition des structures de l'État, mais aussi des entreprises et des structures de la société civile chargées donc du pilotage, de la mise en œuvre des activités pour aider les jeunes à avoir accès à l'emploi, soit l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Nous assurons la gestion et la coordination du PGDEC, que le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA depuis 2012. Le projet CDD Emploi, qui découle donc d'un financement mobilisé dans le cadre du contrat de désendettement et développement, sur la base d'un accord de financement signé entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Et dans ce cadre-là, le projet CDD Emploi bénéficie de 32 milliards de francs CFA. Et vous avez enfin le projet BRISE, qui est le projet de réinsertion socio-économique des populations de l'Ouest de Côte d'Ivoire, financé par la coopération japonaise à hauteur d'1,350 milliard de francs CFA. Le gouvernement ivoirien offre des opportunités d'emploi aux jeunes depuis 2011. À la date de 2015, plusieurs emplois ont été créés. De 2011 à 2015, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été créés. Ce sont en moyenne par année près de 120 000 jeunes qui bénéficient en moyenne de tous les accompagnements de l'agence Emploi Jeunes. La porte d'accès aux prestations, c'est le site www.emploijeune.ci. Une fois le jeune souscrit sur cette plateforme, automatiquement, il se retrouve en vis-à-vis avec les opportunités d'insertion, c'est-à-dire en emploi direct, des opportunités d'accompagnement pour pouvoir améliorer son profil, pour être employable dans toutes les entreprises, ou bien des opportunités de financement de ces différents projets. L'auto-emploi est le seul levier véritablement viable pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, je ne dis pas avec 0 francs, mais avec très peu de ressources, on peut entreprendre. L'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés, des projets d'emploi et d'insertion professionnelle sont autant d'actions que les structures chargées de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire prévoient pour résorber le chômage. Tous ces programmes et projets sont contenus dans la politique nationale de l'emploi 2016-2020, constituant ainsi une réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes.
En Côte d'Ivoire, les demandeurs d'emploi sont nombreux. Cependant, certains d'entre eux ne s'intéressent pas aux opportunités offertes par le gouvernement pour leur insertion. Ils sont plutôt attachés aux fonctions qui répondent à leur profil. D'autres demandeurs d'emploi, contrairement, ont pu, grâce à leur détermination, se trouver un emploi qui ne correspond pas forcément à leur profil. Incursion dans le monde des demandeurs d'emploi, c'est Éric Goré qui nous guide. Le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour régler définitivement la question de l'emploi des jeunes. Plusieurs structures sont donc créées pour accompagner l'insertion de ces jeunes demandeurs d'emploi. L'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP et la plateforme de services font partie de ces structures. Il faudrait que les jeunes puissent véritablement s'engager dans une logique d'entrepreneuriat, gérer leurs propres affaires, qu'à cela aussi ils puissent avoir un ensemble de mesures d'accompagnement. Tout est une question de volonté. Avec un minimum, on peut réaliser de grandes choses. Le jeune qui a la volonté et qui manifeste cette volonté-là, de pouvoir en fait essayer d'avoir une réponse à son problème de chômage, en fait, peut trouver cette réponse-là en se déplaçant vers un dispositif d'insertion. Cette option n'intéresse pas d'autres jeunes. Ils restent coûte que coûte attachés à leur diplôme. Un étudiant, en fait, qui a un diplôme, doit exercer un travail de son niveau, pas un travail en dessous de son niveau. Parce que si tu dois aller jusqu'au master puis revenir en arrière, c'est comme tu as perdu assez de temps à l'université. Certains parents soutiennent ce raisonnement. On crée des écoles où chaque année, on a des diplômés qui sortent de ces écoles-là, qui ont pour le minimum le BTS. Un enfant qui sort de ces écoles-là, en principe, il faut qu'il accède à l'emploi. Cet avis n'est pas partagé par ce chef d'entreprise. Malgré ses diplômes, Étienne Kouya opte pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, il s'occupe de la formation et de l'insertion des jeunes dans le domaine de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un bac plus 5 et je me retrouve en imprimerie. On peut avoir une formation à l'école, ça peut être théorique, mais la formation pratique et professionnelle, c'est surtout sur le terrain qu'on voit. Et on ne peut pas, sous prétexte qu'on a un bac plus 3, plus 4, que le métier d'imprimerie n'est pas attitré pour eux. Ici, les jeunes qui apprennent ce métier ont décidé de faire de l'imprimerie leur métier. Après le bac, ça n'a pas marché. Bon, je suis arrivé comme ça à l'imprimerie. Avant, c'était comme on appelle un passe-temps pour dire que je ne peux pas rester à la maison en train d'attendre de mes parents. C'est comme ça que je suis arrivé maintenant. Aujourd'hui, je sens que j'ai l'amour de la chose. Il y a des jeunes qui ne baissent pas les bras. En attendant d'avoir un boulot correspondant à leur formation, ils ont pu s'insérer dans d'autres domaines d'activité. J'ai un bac plus 2, c'est-à-dire un BTS. En gestion des petites et moyennes entreprises. Le message que je peux donner à mes frères, on ne va plus revenir en arrière, c'est d'aller de l'avant. Choisissons quelque chose, puis donnons-nous à ça, on peut s'en sortir. J'ai eu un BTS en informatique, mais je n'ai pas vraiment travaillé dans ce domaine-là, donc il ne faut pas se concentrer sur sa formation. En plus de leur formation, les demandeurs d'emploi doivent être optimistes et ambitieux, en saisissant les offres disponibles qui vont les aider à se prendre en charge et à être indépendants financièrement. Reportage signé Éric Goré. Banjul, la capitale gambienne, abrite depuis dimanche une réunion régionale pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. C'est un rendez-vous déterminant pour la traduction des engagements de la déclaration d'Abidjan en actes tangibles. Hervé Blé est à Banjul pour RTI 1. Février 2015, 15 États membres de la CEDEAO adoptent la déclaration d'Abidjan qui reconnaît que l'apatridie est un fléau en Afrique de l'Ouest et par laquelle ils s'engagent à y mettre fin. À Banjul, dans la capitale gambienne, à l'invitation de la CEDEAO et du ACR, experts techniques internationaux, représentants d'organisations internationales de la société civile et autres sont engagés à rendre concrète la mise en œuvre des 6 mesures énoncées par la déclaration d'Abidjan. L'un des engagements qui ont été pris, l'engagement 25, un plan d'action régional CEDEAO. Et cette rencontre à Banjul, justement, c'est pour valider ce plan d'action. Donc, rencontre très importante, car ce plan nous servira de boussole pour les 15 pays de la CEDEAO pour justement mettre en œuvre toutes les mesures d'éradication de l'apatridie d'ici 2024. La déclaration d'Abidjan, forte de 25 recommandations, souligne pour chaque État l'importance de tout faire pour que chacun dans la région ouest africaine
ait une identité reconnue et bénéficie ainsi de sa protection. L'engagement de la Côte d'Ivoire est ici salué, engagement qui va aider à mieux tenir la réunion de Banjul. La lenteur pour la mise en place de cette déclaration reste un problème majeur sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui à Banjul, à voir dans quelle mesure cette déclaration, une fois adoptée et qui à force de loi, rentrera en vigueur au niveau de la Côte d'Ivoire. Le HCR estime qu'1 million d'apatrides vivent en Afrique de l'Ouest. Mardi s'ouvre la réunion régionale ministérielle pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le procès devant la Haute Cour de justice du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été de nouveau renvoyé à lundi prochain, le temps que les anciens ministres fassent appel à de nouveaux avocats. Ce lundi 8 mai, en effet, il y a eu un incident d'audience et tous les avocats de la défense ont décidé de boycotter le procès. En Afrique du Sud, un nouvel incident qualifié de raciste provoque la colère. Des heurts ont éclaté lundi 8 mai dans une petite ville à 200 km à l'ouest de Johannesburg, après la libération de 2 fermiers blancs accusés d'avoir tué un adolescent noir. Leur libération sous caution a provoqué la colère des villageois qui ont mis le feu à des habitations appartenant à des blancs. L'otage français enlevé le 23 mars dernier à l'est du Tchad est arrivé ce lundi 8 mai à N'Djamena. Libéré samedi en territoire soudanais, Thierry Fraisier a été confié aux autorités françaises à N'Djamena. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Hamza Diaby. Merci à vous. Sujet très intéressant sur la lutte contre l'apatridie. C'est vrai que ce sont des situations qui sont délicates pour ceux qui la vivent et lutte pour l'éradication de la patridie. Très bonne initiative. Très bonne initiative, je confirme. Merci Eva, merci Marcela. Merci Marco. Merci, Pardon, merci Monsieur Diaby. Elle a dit merci Marco, c'est bon, c'est officiel là. Elle m'a dans la peau. Merci Eva de montrer que vous ne pouvez pas vivre sans moi, c'est un plaisir. En tout cas, merci également à vous. Au sommaire, donc on l'a dit, on va parler dans quelques instants avec notre spécialiste de l'éducation. Pendant ce temps, Fatim Djedje est là. Avec vous, chaque jour, vous le savez, elle vous propose, sa mission est toute simple, lire les journaux, bien pour vous, afin de vous donner un peu tout ce qui rythme l'actualité, les journaux. Vous avez remarqué donc que toutes les tendances sont respectées, tous les journaux sont la sont pluralité journalistique de Côte d'Ivoire est bien représentée sur le plateau de Matin Bonheur. Dans la revue de presse, vous l'avez vu, elle a fait la titrologie en début d'émission, voilà, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Là, elle revient pour le détail des articles. Elle fait bien sûr une sélection des articles qui l'auront marqué dans les parutions du jour. Elle est là, Fatim Djedje. Et oui, toujours fidèle au poste, on va démarrer cette revue de presse avec l'éditorial de Venance Conan à lire dans Fraternité Matin. Et en fait, je le reprends quasi mot pour mot, tellement il est pertinent. Vous avez donc dû remarquer que dimanche, il y avait beaucoup de Noirs parmi les personnes qui saluaient la victoire d'Emmanuel Macron. Il y avait parmi eux de nombreux Gondouanais qui fêtaient le fait d'avoir échappé à l'expulsion que leur avait promise Madame Marine Le Pen. Un grand nombre de nos compatriotes qui vivent chez vous n'ont pas de papier ou en ont, mais qui sont un peu ou très faux. Nous ne faisons pas trop d'illusions, mais nous espérons qu'avec vous, il y aura moins de contrôles policiers au faciès et que les expulsions ne seront pas massives. Mais même si vous nous expulsez, nous continuerons de venir chez vous. D'abord parce que c'est vous qui nous avez colonisés, ensuite parce que nos parents et grands-parents ont versé leur sang pour sauver votre pays. Ce qui fait que nous le considérons aussi comme le nôtre, mais surtout parce que ce n'est franchement pas joyeux. Ici, chez nous, non seulement on trouve difficilement du travail dans la plupart de nos pays, dont certains sont en guerre. Mais en plus des droits de l'homme, ils sont rarement respectés et la démocratie y est vraiment un vain mot. C'est pour cela, d'ailleurs, que nos opposants manifestent beaucoup plus dans votre capitale que dans la leur. Ils y courent moins de risques de se faire tabasser ou embastiller. On poursuit avec l'Inter sur un tout autre sujet. Le nouvel occupant de la Maison-Blanche au plateau, je précise, Amadou Gon Coulibaly, a opté pour la continuité. Une information qui émane donc de la lettre du continent publiée le 3 mai dernier et qui révèle que le successeur de Daniel Kablan-Duncan, aujourd'hui vice-président, a gardé bon nombre de ses employés de la primature.
Les repêchés sont notamment Mamadou Koné, chargé des infrastructures, ou encore Casimir Yao Boé, chargé des relations avec les institutions et proche du ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio auprès du président de la République, croit savoir le journal. Maintenant, on va parler d'Allo Police, l'hebdomadaire des faits divers. Il raconte une histoire d'escroquerie qui implique la société Vision Migration Consultant qui, en moins de 12 mois, écoutez-moi bien, a réussi à soutirer près d'1 milliard de francs CFA. À qui? À ses 2000 souscripteurs. On y revient à cette histoire de souscripteurs. Et la structure qui était donc dirigée par Khalil Georges proposait de gérer les demandes de visa avec pour seule exigence le paiement des frais pour le dépôt de dossiers à l'ambassade. Et ce n'est qu'à la remise du visa que le client devait verser une somme selon la destination choisie. Et 1 an plus tard, toujours pas de visa pour les clients, mais surtout, le patron s'est volatilisé. Allez, maintenant, pour la page internationale, on part en Inde avec le Parisien et cette sordide affaire, souvenez-vous, en décembre 2012, 6 hommes avaient violé une étudiante de 23 ans alors qu'elle se trouvait dans un bus avec son petit ami. Alors le couple a été pris au piège et séquestré. La jeune femme donc a été violée tour à tour par ses agresseurs, notamment avec une barre de fer avant d'être jetée sur le bord de la route. 2 semaines après, elle meurt d'une hémorragie interne et cette affaire va donc révulser tout le pays. La Cour suprême de New Delhi vient de confirmer la condamnation à mort de 4 des auteurs du viol collectif. On parle encore de la femme, mais cette fois-ci aux États-Unis avec le site de Slate.fr qui revient sur le succès de Donald Trump au Congrès avec l'adoption de justesse d'un texte de remplacement de la loi emblématique de Barack Obama sur la santé. Et cette nouvelle loi rétablit l'idée des maladies préexistantes qui peuvent justifier qu'un assureur refuse de vous couvrir. Et parmi ces maladies, on retrouve, écoutez-moi bien, le fait d'avoir été violé, la dépression, le stress post-traumatique, les césariennes, ainsi que les violences conjugales. Les assurants pourront aussi également refuser de couvrir les frais de consultation gynécologique ou encore les mammographies. Du courage, mesdames. Allez, pour cet insolite, on s'intéresse encore au corps des femmes, mais c'est l'insolite, vous allez comprendre pourquoi. Avec l'ouverture prochaine d'un musée du vagin. Et oui, à Londres, c'est une première mondiale. Et ce musée devrait être axé sur 3 grandes parties, la science, la culture et l'histoire, afin de mieux connaître cette partie de l'anatomie féminine. Donc, derrière la caméra, ne faites pas les choquer, ce n'est finalement que l'origine du monde et dont on vient tous. Voilà, il faut assumer. Ce n'est pas un gros mot. Qu'est-ce qu'on vous a fait ce matin? Vous avez la pêche, là, c'est bien. Mais vraiment, chapeau, quoi. Chapeau. Eva, ça va? J'en perds ma respiration. Elle en perd son baoulé. Oui. Et puis j'aimerais j'aimerais revenir sur le texte de Venance Conan qui est excellent, qui a d'ailleurs été repris par Le Monde sur le site du monde.fr Afrique. Il a été repris, cet édito-là, sur les réactions des Africains face à l'élection d'Emmanuel Macron. Et Eva, non, rajoutez pas, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Merci beaucoup. Merci, on a été assez servi comme ça par rapport à l'origine du monde et à l'origine aussi de tous les articles. Mais ce n'est pas un gros mot. Oui, non, on a Oui, merci Fatim. À demain. Vous êtes en pleine forme ce matin, on le constate. Elle sera en direct sur Radio Côte d'Ivoire ce matin. Elle parlera d'autre chose. Elle parlera, non, préparez-vous, parce que ce qui va venir là-bas, là, on est en télé, elle a pris des gants, comme ça. Donc imaginez à la radio tout à l'heure, ce sera dans la revue de presse de la matinale de la radio. Merci beaucoup, Fatim Djedje. On va aller maintenant du côté de l'éducation. Exactement. Avec notre spécialiste. Avec notre spécialiste, on va en profiter pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'étranger. C'est vrai que la communauté des matinophiles est très grande et elle est un peu partout dans le monde, notamment en France, à Nîmes. On fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis cette ville. Okay. Et on passe à l'éducation, comme Marco l'a dit. Jingle. Ok, c'est cela. Donc, on va discuter avec notre spécialiste d'éducation, Mme Méliane Lord. Bonjour, madame. Vous allez bien? Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler donc, de l'âge de la scolarisation. Bonjour, Marco. Bonjour, Eva. Bonjour. Merci. Soyez la bienvenue. Merci. On vous écoute. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de l'âge de la scolarisation. Déjà, il faudrait savoir ce que c'est que la scolarisation.
quel est l'âge requis pour la scolarisation et quelles sont les raisons qui sous-tendent ce choix. Et aussi, on va parler des dangers liés à la scolarisation précoce ou tardive. Alors, la scolarisation, déjà, il faut savoir que c'est mettre un enfant à l'école. Voilà. L'école qui est une institution, un établissement voilà, qui donne des enseignements. Et concernant l'âge de la scolarisation, il faut dire que 6 ans, c'est l'âge requis pour la scolarisation. Pourquoi 6 ans? Déjà, 6 ans, cet âge est le rapport. Voilà. C'est un âge qui permet de donner un rapport qui nous donne des connaissances. Voilà. En fonction du développement de l'enfant, on sait qu'à cet âge, l'enfant atteint une certaine maturité. Donc, par exemple, sur le développement de l'intelligence, il est au stade préopératoire, donc il commence vers 5-7 ans à avoir une pensée logique, même si elle est intuitive. Sur le développement, par exemple, moteur, l'enfant peut tenir quelques heures assis, il sait s'exprimer, il peut parler. Et sur le développement affectif, il est dans cette phase qu'on appelle la phase de latence. Donc, dans cette phase, l'enfant peut s'intéresser à d'autres choses. Il n'est plus dans l'égoïsme, il peut accepter effectivement les idées des autres. Donc, il faut dire déjà que pour aller à l'école, cela se prépare. Et l'enfant a besoin d'avoir certaines habiletés. Donc les parents aussi peuvent aider les enfants à développer ces habiletés. Il s'agit déjà de l'autonomie. Donc un enfant qui est autonome pourra davantage se prendre en charge. Il pourra faire des choses seul. Le parent peut aider son enfant déjà, par exemple, en lui permettant d'enfiler ses vêtements seul, par exemple, lui parlant. Aussi, il faut dire qu'il y a la socialisation. Parce que l'enfant, par exemple, doit apprendre, par exemple, à être avec d'autres personnes. Ça peut être des adultes, avec d'autres enfants. Alors, pour aider cet enfant-là, le parent peut aussi passer par le préscolaire. Parce qu'au préscolaire, l'enfant est en contact avec d'autres personnes. Il peut déjà apprendre prépare le terrain. Effectivement. Voilà, on a aussi la maturité affective. Comment on parle de maturité affective? Parce que certains parents disent mon enfant il est intelligent, il parle bien, c'est le temps de l'envoyer à l'école. Mais qu'est-ce qu'il faut que dans toutes les autres sphères, il est prêt? Par exemple, est-ce qu'il peut se séparer de ses parents? Est-ce qu'il peut maîtriser sa colère? Est-ce qu'il peut écouter les instructions? Et ensuite, nous avons l'apprentissage, surtout sur le côté de la connaissance et du langage, par exemple. Donc, comment aider notre enfant? Déjà, il faut lui parler de ce qui l'intéresse, communiquer avec lui. Par exemple, dans le bain, lui nommer les parties de son corps. Voilà. Parler de ce qui, voilà, entoure son quotidien. Voilà. Et la dernière partie, c'est développer des habiletés de connaissance générale. Voilà, comment cela se fait, par exemple. Le parent peut regarder des dessins animés avec son enfant, pointer des couleurs ou des images dans un livre, poser des questions à l'enfant. Cela permet à l'enfant de s'exprimer et de donner son point de vue. Parce qu'avec le développement intellectuel, comme nous l'avons vu la semaine passée, l'enfant n'est plus tourné vers son opinion, mais maintenant, il peut prendre en compte l'opinion des autres. Ok, là, c'est bien synthétisé. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, 6 ans, qu'est-ce qui décide? Pourquoi 6 ans? C'est vrai, tout ce que vous avez dit, moi, ça me plaît, mais pourquoi 6 ans? 6 ans, l'âge... Est-ce que scientifiquement, c'est prouvé qu'à cet âge-là, l'enfant est totalement prêt? Effectivement. C'est parce que scientifiquement, dans toutes les sphères de son développement, comme je le disais tantôt. 6 ans, parce que c'est l'âge où l'enfant n'est plus centré sur lui-même. Il peut passer à d'autres apprentissages. Par exemple, on a la phase de latence, c'est une phase où l'enfant n'est plus porté sur lui, où il peut apprendre d'autres choses. Donc, c'est le moment opportun pour que l'enfant apprenne avec l'école, la discipline, à entrer dans le chemin de l'éducation. Il s'intéresse à d'autres personnes, notamment à, voilà. à ses petits camarades, il est plus sociable, on dira. Effectivement, c'est la période qui permet de faire ce... Méliane, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui n'ont pas forcément le temps de rester à la maison avec les jeunes enfants. Donc, certains vont à la crèche, et de plus en plus tôt d'ailleurs, à partir de 2 ans, voire moins, ou 2 ans et demi, 3 ans, on envoie déjà l'enfant à la crèche, et c'est avant le préscolaire. Est-ce que ça peut être considéré comme déjà un premier pas vers l'école, ou c'est complètement différent? Bon, on peut parler de premier pas vers l'école, mais il faut dire aussi que cela risque de fatiguer aussi l'enfant. Parce qu'on ne doit pas se débarrasser d'un enfant. Je veux dire, il faut trouver toujours les moyens d'être avec son enfant, de l'occuper. Maintenant, si le parent n'a vraiment pas le temps, il peut le faire. Mais je veux dire, à des degrés, vraiment, la limite est difficile à respecter parce que ça peut tout au plus fatiguer l'enfant ou l'aider. Donc, la limite est vraiment... Qu'est-ce que vous pensez des multiples sections? Petite section, moyenne section, grande section. Très grande section. Très grande section, super section. Voilà, la section des cracks, tout ça. Sérieusement, on peut être plus sérieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce qu'à terme, le fait qu'il y ait le CP1, le CP2, c'est pas aussi... est-ce qu'on ne peut pas conditionner tout ça? CP, CM directement?
Déjà, il faut dire que... 3 années au primaire. 3 années. Il faut déjà synthétiser. Voilà. Chaque cycle a des objectifs, a des évaluations. En fait, à partir de chaque cycle, il y a des apprentissages qui se font. Par exemple, avec le préscolaire, on va créer une atmosphère à l'enfant qui va stimuler son apprentissage. On va le préparer à l'école primaire, par exemple. Donc, le préscolaire, c'est le cycle des apprentissages premiers, déjà. Au cours préparatoire, donc au CP, on parle de on parle plutôt des cycles de cycles fondamentaux. Voilà. Après, on a le CE. Donc, on parle ici des cycles des approfondissements. Voilà. Donc, à chaque cycle correspond des compétences qu'on veut développer à l'enfant. Donc, on ne peut pas sauter, ou bien, par exemple, des parents qui font sauter de classe. Voilà, justement, je voulais en parler, parce qu'on trouve que l'enfant est très doué, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui ont sauté le CP1 ou le CP2. En général, ça se ressent sur l'écriture, parce que c'est dans ces classes-là qu'on apprend la formation des mots, etc. Donc, moi, j'ai remarqué que ceux qui ont sauté ces 2 classes-là, ou l'une de ces 2 classes, ça se ressent sur l'écriture. Est-ce que c'est conseillé? Quand on voit un enfant, par exemple, parce que quand il a des grands frères ou des grandes sœurs, il apprend à lire à la maison, il apprend à écrire à la maison, à compter à la maison. On se dit, finalement, tout ce qu'il devrait apprendre dans ces classes-là, il a acquis déjà à la maison, donc on passe directement au CE. Est-ce que c'est conseillé? Déjà, il faut dire qu'il faut faire très, très attention, parce que les cycles nous permettent d'avoir des compétences à des cycles bien précis. Donc, il ne faudrait pas. Parce qu'on se dit que l'enfant écrit bien, ça ne suffit pas pour faire sauter un enfant. Parce qu'après, par exemple, cela peut jouer sur son développement, sur sa réussite. Et donc, vous dites, très ce que vous dites est tellement vrai qu'au-delà du fait que l'enfant travaille bien à l'école, s'il s'en sort, quand on saute des classes comme ça, dans la vie tout court demain, ça peut agir sur lui de façon psychologique. Parce qu'il y a des étapes... L'impatience. Voilà, merci beaucoup, vous avez tout dit. L'impatience, parce que l'enfant se dit, bon, moi, mes parents m'ont mis là, rapidement. Donc, on veut brûler les étapes. Et quand surviennent les premiers échecs, ça bouleverse et ça a une incidence très, très forte sur la vie. C'est pour ça qu'il y a des parents, malgré l'intelligence avérée, prouvée, le côté craque de leurs enfants, mais ils font le circuit normal. Effectivement. Ce que j'aimerais ajouter, c'est déjà... L'enfant, par exemple, qui brouille, par exemple, les étapes. Il faut dire que déjà, avec la petite enfance, vous parlez tantôt de crèche. Déjà, il faut dire qu'à la petite enfance, c'est plus le plaisir et puis le jeu. Voilà. Donc, enlever ce plaisir à un enfant, lui demander d'aller à l'école plus tôt, à la longue peut le fatiguer. Voilà. Donc, il a besoin de s'amuser. Pendant ce temps qu'on lui demande d'étudier, vous voyez que c'est vraiment difficile, c'est pénible pour un enfant. Vous avez commencé à quel âge, Eva? 2 ans, mais c'était... À 2 ans, elle était au CPL, oui. Mais non, non. C'est une bananie au féminin. Non, du tout. À l'école, au préscolaire. À l'époque, il n'y avait pas la moyenne, la grande section. À quelle époque? Non, je veux dire à l'époque de nos... J'ai 21 ans. Oui, c'est que même 18, 18. Je veux dire à l'époque de nos grands-parents, tout ça, on n'avait pas ces sections, ces moyennes, super sections. Mais pourtant, nos parents ont reçu une formation, une éducation solide. Qui transcende les générations, tout ça. Finalement, est-ce que ça sert? Bien sûr que ça sert. Ça sert dans ce sens que l'enfant a toujours un moment de préparation. Donc, le préscolaire vient préparer l'enfant à aborder le cycle primaire. Il faut dire déjà que lorsqu'on est préparé à quelque chose, on a plus de chances de réussir. D'accord. Oui, ça c'est clair. Aussi. Voilà. Et j'aimerais aussi ajouter, par exemple, prendre un exemple. L'État nous a permis aujourd'hui de scolariser l'enfant de 6 à 16 ans, par exemple. En fait, ce droit à l'éducation permet à l'enfant de devenir demain un adulte épanoui. Voilà. Parce qu'un adulte épanoui, c'est celui-là qui sera autonome, qui va servir la société. Et c'est ce dont a besoin la société moderne. Voilà, des personnes intelligentes, bien formées, qui travaillent. Très belle conclusion. Merci. Nous avons besoin de personnes bien formées. C'est pour ça qu'on parle toujours de formation, quel que soit votre domaine, quel que soit votre niveau d'études. La formation, c'est pas toujours grand-chose à y voir, quel que soit votre niveau d'études. Vous pouvez toujours engager une formation afin d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Méliane. Mardi prochain, le thème, ce sera, vous voulez faire un teasing? On va garder juste on va garder le suspense. Regardez l'anonymat. L'anatomie. Merci d'être avec nous. Il est pile 7 heures dans quelques secondes seulement sur Matin Bonheur. Le temps à Abidjan est assez doux. Attention au risque de pluie, sortez avec les parapluies et surtout, n'oubliez jamais les moments de visibilité, les éléments de visibilité de votre voiture. Je souris parce que Eva me
me taquine. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Merci d'être avec nous. La dernière ligne droite de cette émission, c'est dans quelques instants seulement avec Madame Guiraud, qui nous parlera bien sûr de l'assistance judiciaire. Elle est une éminente personnalité du ministère de la Justice qui viendra nous parler de choses et d'autres très utiles pour très utiles aux justiciables. Merci d'être à Matin Bonheur. On va mettre le jingle, l'élément explicatif afin de situer un peu de quoi tout ça retourne. Et puis on se retrouve pour la discussion. Dame Valérie Conan est en procédure de divorce, mais elle n'a pas assez de ressources financières pour assurer la défense de ses intérêts. Elle a donc dû demander de l'aide. Ce matin, elle est au palais de la justice d'Abidjan-Plateau pour une visite pleine de surprises. Les audiences ont lieu les mardis. Nous prenons tous les dossiers avec ce registre-là qu'on appelle le plumitif et nous allons, n'est-ce pas, au bureau du sous-directeur chargé des affaires civiles et pénales. Et nous les répertorions, n'est-ce pas, dans ce registre-là. Après avoir répertorié, nous procédons, n'est-ce pas, à la rédaction, n'est-ce pas, des décisions que nous soumettons donc à la signature du directeur. Ceux qui ont eu leur dossier accordé retournent également au secrétariat pour, n'est-ce pas, le retrait de leur dossier. Vous voyez cette dame qui est assise là, par exemple, elle a eu sa décision qui a été accordée, donc elle est passée ce matin pour le retrait, n'est-ce pas, de sa décision. Je suis dans une procédure de divorce. Et la décision a été rendue depuis Daloa. N'ayant pas les moyens, j'ai demandé une assistance judiciaire par le biais des femmes juristes de Daloa. Et ils ont acheminé mon courrier à la DACP. En moins d'une semaine, j'ai eu mon accord d'assistance judiciaire. C'est ce que je suis venu chercher. Les accords pour aller déposer, pour avoir un avocat, un huissier et tous les frais des dossiers. Je ne croyais pas, mais il a fallu que je vive ça moi-même pour comprendre. Ça a été fiable et très rapide. Vos ressources sont insuffisantes pour prendre en charge les frais d'un avocat, d'un huissier ou d'un notaire. L'assistance judiciaire est là pour vous porter secours. Mais avant approbation, les dossiers sont soigneusement examinés. Voilà quelqu'un qui a les moyens. Il saisit l'assistance judiciaire pour l'aider à payer les frais d'avocat, de se faire exonérer de frais de justice. Mais seulement, il nous dit qu'il a les moyens, mais il réserve ses moyens pour sa thèse qu'il doit faire à l'étranger. Alors nous, on a estimé qu'il ne rentre pas véritablement dans le cas de personnes financièrement défavorisées. L'assistance judiciaire porte secours, mais rares sont les personnes qui connaissent cette procédure d'aide apportée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est la première fois d'entendre parler de l'assistance judiciaire. Mais c'est une bonne chose qui est arrivée dans le pays. Et je sais que ça va aider beaucoup de gens qui n'ont pas assez de moyens pour se prendre un avocat. L'assistance judiciaire, une procédure qui ne concerne pas tout le monde. Cette aide obéit à certaines règles et un objectif bien précis, celui de faciliter l'accès à la justice à tout le monde. Mais encore plus pour les démunis qui ont droit à l'assistance. Un droit fondamental qui permet aujourd'hui à de nombreuses personnes de retrouver le sourire tout simplement parce que leur problème a été résolu. Malgré tout, il reste encore de la sensibilisation à faire pour toucher un grand nombre de personnes en quête d'un homme de loi pour trouver une solution à leurs problèmes. Alors, les choses sont claires. On se rend compte que de nombreuses personnes ont des problèmes juridiques, donc des problèmes de finances, de famille, de problèmes fonciers, on dira, mais ne consultent pas forcément les professionnels du droit parce qu'estimant que les prestations sont hors de leur portée. L'assistance judiciaire est là pour aider les populations. Bonjour madame. Bonjour madame. Soyez la bienvenue. Monsieur. Merci. L'élément l'a dit, mais on va vous reposer la question. Comment on peut définir l'assistance judiciaire? Avant de définir l'assistance judiciaire, j'aimerais déjà commencer par remercier vraiment les autorités qui permettent qu'aujourd'hui on puisse venir devant ce formidable instrument de diffusion et de sensibilisation que sont les médias pour dire à la population qu'ils ont à leur portée un mécanisme d'accessibilité à la justice. Comme vous avez dit, assistance judiciaire, aujourd'hui, effectivement, il s'agit de parler d'assistance judiciaire. Mais dans l'assistance judiciaire, il y a aussi l'assistance juridique dont on a parlé avec le centre d'appel. C'est deux piliers d'une réalité, ce droit fondamental
qui est de permettre à tout citoyen d'accéder à la justice. Un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution, qui est conforté par les conventions internationales, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et tout et tout. Merci, madame. Alors, je rappelle que vous avez... on va faire l'assistance judiciaire, mais en direct à la télé également. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Regardez là, voilà. Ça va revenir dans quelques instants seulement. Vous pouvez donc nous envoyer toutes vos questions. Et puis, séance tenante, nous allons les poser. Alors, on sait déjà maintenant ce que c'est que l'assistance judiciaire. Qui peut bénéficier, madame, de l'assistance judiciaire? Donc, comme je vous l'ai dit, l'assistance judiciaire, c'est un mécanisme gratuit pour faciliter l'accès à la justice. Et toute personne physique peut en bénéficier. Toute personne physique vivant en Côte d'Ivoire peut en bénéficier, peu importe sa nationalité. Et en ce qui concerne les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, ou je veux dire les personnes morales, pas les sociétés, mais des associations qui ont pour objet d'assister les personnes, qui sont créées, qui ont une existence juridique, elles aussi, elles peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. Voilà. Donc, quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Est-ce que c'est pour forcément les démunis ou... Voilà. L'assistance judiciaire, quand on parle d'accessibilité à la justice, on se dit souvent, est-ce que c'est parce que je n'ai pas les moyens, que je ne peux pas faire valoir mes droits en justice? Parce que c'est vrai, le service public de la justice est gratuit, mais il faut avoir des conseils, il faut passer par des auxiliaires de justice pour faire exécuter la décision, il faut payer des frais. Et il peut se trouver que des personnes n'aient pas les moyens pour accéder à ces services-là. Et cet instrument-là est mis en place par la loi de Côte d'Ivoire, par le Code de procédure civile depuis 1972. Et pour que les personnes puissent venir et demander sans payer le moindre frais qu'on leur donne les moyens d'exercer leurs droits en justice. Et toutes les matières, que vous ayez une procédure judiciaire, que vous ayez une procédure contentieuse, gracieuse, que vous vouliez consolider un droit, vous pouvez demander le bénéfice de l'assistance judiciaire. Alors, tout ça est sous-tendu, bien sûr, par un processus, ou du moins par une procédure. Tout à fait. Quelle est-elle? La procédure est simple. Il faut écrire au ministère de la Justice, plus précisément à la direction des affaires civiles et pénales, une simple lettre et joindre à cette lettre-là un certificat d'imposition ou de non-imposition. Et ce courrier-là doit comprendre les éléments permettant de vous identifier, le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Et aussi, vous devez expliquer de façon sommaire ce pourquoi vous demandez l'assistance judiciaire. Est-ce que c'est parce que vous voulez initier une procédure en justice? Est-ce que c'est parce que vous voulez consolider un droit? Est-ce que c'est parce que vous voulez faire exécuter une décision de justice? Est-ce que c'est parce que vous voulez exercer une voie de recours? À toutes les étapes des procédures, vous pouvez venir et demander l'assistance judiciaire. Mais mieux, dans un souci de rapprochement de la justice du justiciable, il a été créé depuis 2016 des bureaux locaux d'assistance judiciaire qui se retrouvent à toutes les juridictions de premier degré de notre pays. Quand on parle de juridictions de premier degré, il s'agit des tribunaux de première instance, il y en a 9, et des sections détachées de tribunaux. D'accord, donc des tribunaux de première instance, il y en a notamment à Boaké, Ouadaloa, Abidjan, Yopougon, les grandes Ouaflé, mais les tribunaux de première instance, tout comme les sections détachées de tribunaux à Dabou, à Beauville, voilà. Donc, on se rend compte que la justice est de plus en plus proche des populations. Oui. C'est vrai que l'information ne passe pas toujours, on n'est pas toujours informé, mais on se réjouit d'avoir des personnes telles que vous sur ce plateau pour porter l'information à notre très chère population. Alors, bien souvent dans les films, on entend dire que si vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, vous aurez un avocat commis d'office. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, cette commission d'office existe? Très bien. La commission de l'avocat d'office existe, mais dans des matières qui sont limitatives.
C'est-à-dire que l'assistance judiciaire, c'est une forme d'assistance judiciaire aussi. Elle est spécialisée. Par exemple, lorsque quelqu'un a commis un crime et qui doit passer devant la cour d'assises, s'il n'a pas d'avocat, on lui commet un avocat. On lui commet un avocat d'office. Si par exemple, quelqu'un est en matière correctionnelle devant le tribunal militaire, on lui commet un avocat d'office. Mais contrairement à ce que nous voyons dans le système anglo-saxon ou dans certains autres systèmes, en matière correctionnelle, on ne commet pas d'avocat d'office aux personnes qui doivent être jugées en matière correctionnelle, c'est-à-dire pour les délits. Mais lorsqu'il s'agit de mineurs, s'ils n'ont pas de représentants, ils sont des personnes vulnérables aussi. Même si c'est en matière correctionnelle, on leur commet un avocat d'office. Si aussi on s'aperçoit que quelqu'un est handicapé et que ce handicap-là le met dans une incapacité de se défendre, parce que tout est possible, là aussi, on lui commet un avocat d'office. Donc, avec tous ces exemples-là, vous voyez que l'État est prêt à rendre la justice accessible. La justice est un service public. Aujourd'hui, ce que nous faisons, comme vous l'avez dit tout au long de l'émission, et c'est pour ça qu'en propos liminaire, je vous ai remercié, c'est de sensibiliser, de vulgariser l'information, notamment avec le centre d'appel du ministère de la Justice, pour que le justiciable sache que sa justice est là pour le servir. Justement, qu'il sache, est-ce que tout ça est vraiment sûr? Parce que au-delà des canaux de communication dits officiels, comme la télé, la radio, la Côte d'Ivoire, c'est surtout le pays profond. Est-ce que dans nos villages, dans nos hameaux les plus reculés, est-ce que quelque chose est fait afin de faire en sorte que la justice se rapproche encore plus de nos populations rurales? Oui, nous agissons. La justice, vous voyez l'image qui représente la justice, cette dame aveugle, mais qui tient la balance et le sabre, le glaive. Donc, nous avons des missions de sensibilisation de nos relais communautaires, que sont les chefs, nos chefs traditionnels, les autorités religieuses. On fait beaucoup de sensibilisation, mais cela ne se fait pas avec peut-être... Mais sinon, nous faisons des actions de sensibilisation. Dans les zones rurales, il y a très souvent des problèmes fonciers et puis des problèmes de mœurs également. Voilà. Donc, et lorsque on parfois, les gens vont chez le préfet. Voilà. Qui sont réglés sous la bapala, parce qu'on ne sait pas qu'on peut avoir accès à la justice. Voilà, il faut que le citoyen sache que la justice est là pour le servir. Nous voulons que le citoyen fasse confiance à son service en n'ayant plus peur, parce que l'information sera disponible et parce qu'il saura quels sont les moyens mis à sa disposition. Le ministère de la Justice est fermement engagé dans ce process-là de sensibilisation en vue de rapprocher et d'informer le justiciable. Monsieur Kwame Aboafle dit qu'au niveau de la justice, le souci, c'est qu'il y a trop d'intermédiaires. Quand vous voulez régler un problème, il y a au moins 2 à 3 personnes devant vous et il y a toujours quelqu'un qui va vous demander de l'argent. Est-ce que tout ça sont des pratiques révolues maintenant? Est-ce qu'il n'y a plus ça? Ce qu'on appelle communément les margouillas qui traînent, qui sont aux alentours du palais de justice, c'est toujours eux qui ont la possibilité de vous faire vite vos papiers. Est-ce que l'assistance judiciaire nous garantit que, voilà, si j'ai besoin d'un papier aujourd'hui, si mademoiselle Amani a besoin d'un papier à 10 heures, est-ce qu'elle peut l'avoir normalement sans passer par des détours, par des contorsions? Ce qui amène les personnes à avoir déjà prendre langue avec ces personnes-là, c'est le déficit d'information. Mais si déjà, avant de vous rendre vers le service public de la justice, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous allez payer, vous n'éprouvez plus le besoin de vous adresser à une personne que vous ne connaissez pas, qui se retrouve aux abords de la rue. Vous allez directement au service qui vous intéresse et vous lui demandez précisément ce que vous attendez de lui. La justice est un service public. On emploie souvent l'image de la chaîne judiciaire. C'est un service public qui est animé par diverses personnes exerçant diverses activités. Différents maillons. Exactement. Donc, cette chaîne-là montre l'interdépendance des différents maillons. Pour qu'elle soit efficace, vous vous adressez à la bonne personne, vous lui demandez ce qu'elle doit faire. Quand elle fait ce qu'elle a fait, transmet à l'autre l'information judiciaire.
l'information juridique, l'orientation et ensuite l'assistance lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens. Parce qu'on se dit, lorsque je n'ai pas de moyens, je suis vulnérable. La justice, c'est pour les riches. Des riches, voilà, non, justement. Alors, non. vous dites quand vous n'avez pas suffisamment de moyens, sur quelle base est-ce que l'État ou le ministère de la Justice calcule et estime que, effectivement, vos moyens ne sont pas suffisants pour vous attacher les services d'hommes de droit? Vous avez dit qu'on demande un avis d'imposition et de non-imposition. Un certificat d'imposition ou de non-imposition. Tout à fait. C'est suffisant pour calculer, je ne sais pas comment ça se fait? Non, ce n'est pas suffisant, c'est un instrument de preuve. Vous voyez que lorsque vous faites la demande d'assistance judiciaire, vous avez dit dans l'élément, il y a une séance. Il y a une séance où on vous reçoit le bureau local ou le bureau national qui, lorsque tous les bureaux locaux seront en activité, ce bureau-là sera comme une juridiction de recours, le bureau national. Donc ce bureau-là va examiner, comme en audience, le bien fondé de votre demande. Donc on va pouvoir interroger tout le monde pour réunir le maximum d'éléments. Et le législateur ivoirien, dans sa grande sagesse, il faut le reconnaître, n'a pas fixé un seuil pour dire à partir de tel salaire, vous êtes considéré comme aisé. Parce que nos réalités sont multiformes. Donc, on permet au bureau d'apprécier in concreto, chaque cas a sa spécificité. Vous venez, c'est pour ça qu'on dit certificat d'imposition ou de non-imposition, parce que ne soyez pas tentés de frauder en vous procurant à tout prix un certificat de non-imposition alors que vous êtes imposé. Vous venez avec le revenu dont vous disposez, mais vos revenus peuvent vous permettre de vivre décemment, mais peuvent ne pas vous permettre d'accéder à la justice. Donc nous apprécions les magistrats qui seront chargés de audiencer, d'examiner cette requête-là, apprécient est-ce que vraiment vous êtes dans un état de nécessité en ce qui concerne l'accès à la justice. Et ils vous donneront les auxiliaires de justice dont vous avez besoin. Voilà. Est-ce que la justice, question des téléspectateurs, est-ce que la justice en Côte d'Ivoire est vraiment indépendante? Parce qu'il y a des cas où une simple intervention fait que la procédure est interminable. Qu'est-ce que l'assistance judiciaire peut faire à ce moment précis? Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et c'est le droit des citoyens de juger leur justice. Parce que si vous jugez, c'est que vous aussi, vous mettez d'être jugé. Mais lorsque on met à votre disposition des auxiliaires de justice, tels que des avocats, pour vous assister, vous représenter, vous conseiller. Donc, on vous donne les moyens de vous défendre et de faire valoir vos droits. Donc, on met à votre disposition la possibilité de recourir à des experts judiciaires pour établir la véracité de vos prétentions. Tous ces éléments-là réunis, les magistrats, les acteurs de la justice aussi ont des obligations. Ils doivent statuer sur les pièces, ils doivent motiver leurs décisions. Ensuite, il y a les voies de recours. Tout ça, ce sont des droits mis à la disposition des justiciables, des citoyens, des usagers du service public pour leur permettre de vraiment garder, faire respecter au maximum. On a d'abord la première instance, les juridictions de première instance. Après, vous pouvez exercer le recours devant les juridictions d'appel. Après, vous pouvez aller jusqu'à la Cour suprême. Tous ces éléments-là, c'est pour vous permettre, si vous avez le courage, si vous êtes convaincu que le droit que vous défendez mérite d'être défendu, justice vous sera faite. Soyez informés, appelez le centre d'appel. Si vous n'avez pas les moyens, ayez recours à l'assistance judiciaire. Si vous êtes convaincu que le droit que vous défendez mérite d'être défendu, alors on va prendre le cas de quelqu'un qui est clairement coupable. Oui. Vous l'avez dit en correctionnel, il n'y a pas forcément la commission d'un avocat d'office pour quelqu'un qui a commis un braquage. C'est toujours la correctionnelle ou non? Non. Non, parce vous avez dit que c'était pour les délits. Voilà, pour les délits, parce que quand on dit que quelqu'un a commis un braquage, si au cours de ce braquage... il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà, ça devient un crime. Non, non, voilà. Il n'y a pas juste un braquage, il n'y a pas eu mort d'homme. Braquage juste, c'est toujours grave. Enfin, c'est toujours grave, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, il n'y a pas eu mort d'homme et on reste toujours dans le cadre du délit. Oui. Les preuves sont là, les faits sont avérés, la personne est coupable, mais elle a besoin quand même de passer devant le tribunal pour être jugé et puis recevoir sa peine. Est-ce qu'à ce moment-là, la personne impliquée peut quand même demander une assistance judiciaire? Oui.
La personne peut faire sa demande d'assistance judiciaire. On ne va pas lui commettre un avocat d'office. Mais il peut faire une demande d'assistance judiciaire. Là, puisqu'il sera peut-être détenu égal à la gravité des faits, soit il y aura une information ouverte, ou bien si c'est un flagrant délit, il sera gardé en prison pour un délai limité, le temps de passer devant les juridictions de jugement. Il peut faire une demande en passant par le régisseur, parce que la demande est gratuite. Mais ce qu'il faut que les citoyens sachent, c'est que l'assistance judiciaire est valable dans toutes les matières. Ce n'est pas qu'en matière correctionnelle. Pour preuve spécifiquement déjà au niveau social, au niveau du droit du travail, la procédure est gratuite. Tant en première instance qu'en cause d'appel. C'est une forme d'assistance judiciaire spécifique. Maintenant, il y a ce cadre général qu'est l'assistance judiciaire pour toute matière, c'est-à-dire toute forme de litige et même des actes conservatoires. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas de moyens, mais vous voulez faire préserver un droit, vous pouvez demander l'assistance judiciaire. On peut vous octroyer ça pour avoir un notaire. Madame Guiraud, oui, Monsieur Govey. Est-ce que vous faites des statistiques là actuellement à brûle-pourpoint? Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que c'est de mise, je vois que vous communiquez beaucoup par l'objet, tout ça, c'est bien les kakémonos, l'assistance. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une émulation. Alors, côté statistique, quels sont les cas qui sont les plus fréquents? Quels sont les litiges? Qui se plaint régulièrement? Faites-nous un petit récapitulatif de tout ce que vous recevez au quotidien. Bon, merci. Je ne peux pas remonter jusqu'au début de l'assistance judiciaire parce que c'était en 72. Vous ne deviez pas être né, mais moi si. Marc aussi. Non, je n'étais pas né. Voilà. J'étais en projet. Donc, vous allez me permettre peut-être de limiter mes statistiques à cette année. Oui. Voilà. Et puis dire que quand les gens viennent devant le bureau d'assistance judiciaire, ce n'est pas pour se plaindre, mais pour demander une aide. Voilà, ils demandent une aide parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits. Et pourquoi est-ce que nous communiquons autant? Parce que les chiffres ne sont pas élevés. Nous avons ce formidable instrument de solidarité, mais nous ne sommes pas à des chiffres vraiment élevés. C'est parce que peut-être les Ivoiriens n'ont pas confiance en la justice? Non, mais c'est ce que nous voulons leur dire. Vous avez un service public, des fonctionnaires qui sont là pour vous servir, mais par préjugés, vous ne les approchez pas. Justement, la question de Marco, quels sont les cas? Vous avez vu dans notre cas, voilà, dans le reportage que vous avez fait, souvent la frange vulnérable de la population, ce sont les femmes. D'accord. Les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles sont vulnérables. Donc c'est quoi, des problèmes problèmes conjugaux, violences conjugales? Non. Parce que lorsque on saisit le bureau d'assistance judiciaire, nous n'examinons pas l'affaire. Parce que les gens souvent viennent en croyant que nous allons juger leur affaire. Nous examinons le bien fondé de votre demande d'aide. Parce qu'en fait, l'assistance judiciaire est financée par les fonds publics. Donc il faut que ceux qui octroient, conscientisant ce que c'est la chose publique, vérifie est-ce que vous méritez de bénéficier de la générosité. Ça passe à un autre maillon, voilà, à un autre service. Exactement. C'est-à-dire que lorsque vous obtenez la décision, on transmet ça à l'enregistrement, on saisit les auxiliaires de justice, la chambre des huissiers, l'ordre des avocats, la chambre des notaires, pour leur demander de choisir l'un d'entre eux. Et il faut dire que ces auxiliaires de justice aussi font œuvre de solidarité. Ce n'est pas que l'État, parce qu'ils exercent des professions libérales. Mais on les paye de façon forfaitaire. Leurs honoraires sont fixés avant. Et ils attendent. Ils ne sont pas payés avant de faire le service. Vous avez cité plusieurs maillons qui sont sollicités pour la résolution éventuelle d'une affaire. La question qu'on peut se poser également, c'est celle des délais. Combien de temps ça prend quand en moyenne, quand on adresse un courrier à l'assistance judiciaire, le temps de recevoir une réponse et d'être redirigé vers le service le plus à même de nous répondre? Parce que ça fait partie des préoccupations. La lenteur, l'indolence aussi parfois. Et c'est là, on va parler encore de la sagesse du législateur. Il enfermait ça dans de très brefs délais, 5 jours au maximum. Mais vous avez vu votre exemple, ce n'était pas un cas préparé, c'est un exemple typique. Lorsque vous saisissez actuellement le Bureau national
la plus proche audience, les séances ont lieu les mardis. Si vous saisissez en semaine, à la plus proche séance, votre dossier est audiencé. Et lorsque c'est accordé 3 jours après, vous avez les éléments qui vous permettent d'avoir accès aux auxiliaires. Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage? Combien de cas sont sur 100 cas? Il y en a combien d'acceptés et combien de refusés? Voilà. Par exemple, pour les premiers, on peut dire que le pourcentage sur 100 cas, on peut dire qu'il y a peut-être 80% qui sont acceptés et 20% qui sont refusés. Nous apprécions, et souvent, vous voyez que les ONG qui ont été formées et sensibilisées font du référencement. C'est-à-dire que lorsque les gens vont vers les chefs, vers les organisations qui œuvrent dans le cadre de la justice, eh bien, ils les envoient vers l'assistance judiciaire en les aidant à rédiger leurs requêtes. 80%, c'est-à-dire 8 personnes sur 10. Alors, les 2 personnes-là, qu'est-ce qu'on en fait? On ne va pas les laisser comme ça dans la nature. Qu'est-ce qui est prévu Pourquoi également? même déjà on refuse? Voilà, parce que quand comment on refuse et qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Lorsque vous saisissez le bureau local d'assistance judiciaire, il a 2 possibilités. Il peut vous donner une décision d'admission à l'assistance judiciaire ou de refus, ou une décision de rejet de votre demande d'assistance judiciaire. Si c'est le bureau local que vous avez saisi, vous pouvez exercer une voie de recours en saisissant le Bureau national d'assistance judiciaire. Mais puisque actuellement, nous sommes en train de mettre en place sur toute l'étendue du territoire les bureaux locaux, donc le Bureau national a une compétence globale. Lorsque vous saisissez et que, par exemple, vous avez une décision de rejet, dans la décision de rejet, on doit motiver, le président doit motiver la cause du rejet. Puisque vous êtes informé de ce qui a cloché, voilà, ce qui a entraîné le rejet de votre demande, vous vous mettez en mesure, si vous le pouvez, est-ce que vous allez vous rendre pauvre si vous allez payer des moyens pour pouvoir avoir l'assistance judiciaire? Parce qu'on dit que c'est les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui sont indigents, qui sont dans un état de nécessité pour accéder à la justice. Je prends le cas, par exemple, d'Eva Amani, je touche du bois. Est-ce qu'elle est éligible? Elle a un bon salaire? Elle est très heureuse? Déjà, même elle est épanouie? que je n'ai jamais elle fait ses vacances hors du pays. Est-ce qu'elle peut bénéficier de la justice? Non, je vais dire, on peut avoir fait la justice pour faire son certificat de nationalité. Oui. C'est comme l'hôpital. Ou certificat de mariage. Voilà. Bon, certificat de mariage, là, c'est à la mairie, mais par exemple, un acte de notoriété. Merci de nous mettre sur la voie. Voilà. C'est comme l'hôpital, on peut aller pour faire un bébé, donner la vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on entend justice, on se dit toujours que ce sont des problèmes de justice. Non. Mais il peut en sortir du bon également. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir à votre question, c'est au cas par cas. D'accord. C'est au cas par cas. Vous venez avec vos moyens et vous expliquez. Voilà, je gagne tel salaire, mais je dois faire une procédure qui demande beaucoup de frais. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Guiraud, qui est sous-directrice des affaires pénales et des grâces, donc au ministère de la Justice, avec qui nous parlions du thème assez intéressant, vous l'aurez constaté, l'assistance judiciaire. Merci beaucoup. Oui, Eva, très intéressant. Ah bah oui, merci encore à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Je vous rappelle, oui, vous savez tout. Les numéros, on ne les a pas donnés. Il faut les noter dans vos téléphones portables parce que vous pouvez toujours en avoir besoin. C'est le 20 22 32 20. 20 22 32 20. Oui, et l'assistance judiciaire, la demande se fait à la direction des affaires civiles et pénales. D'accord. Appelez ce numéro, vous aurez toutes les informations. Merci. Rediffusion à 14h30 sur RTI 1. Merci à Soro Félicité Céline Diawa qui signait la réalisation de cette émission. À demain. C'est du rap.